Betty et Dan Broderick ont autrefois été profondément amoureux. Mais leur affection l'un pour l'autre s'est évanouie au cours de leur longue et pénible bataille pour le divorce. Une bataille qui finira par un drame. Elizabeth Ann Bisceglia est née le 7 novembre 1947 et grandit à Bronxville, dans l'État de New York. Elle est la troisième des 6 enfants de Marita et Frank Bisceglia, qui possédaient une entreprise familiale de plâtrerie très prospère. Elizabeth, dite Betty, dira plus tard que son éducation peut se résumer en quelques mots, je cite, « Aller à l'école catholique, faire attention aux fréquentations jusqu'à ce que tu trouves un homme catholique, le soutenir pendant qu'il travaille, être béni dans tes vieux jours par de beaux petits-enfants. » C'est en 1965 que Betty rencontre Daniel Broderick, troisième du nom, dit Dan, lors d'un bal à l'université Notre-Dame dans l'Indiana. Betty, tout juste 18 ans, sort du lycée et compte continuer ses études dans l'éducation de la petite enfance. Dan, étudiant séduisant de 21 ans, né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, est en dernière année de prépa médecine à Notre-Dame. Betty est une très belle jeune femme. Grande, mince, blonde aux yeux bleus, elle attire tous les regards. Dan tombe immédiatement sous son charme. Il le sait déjà, Betty, il l'épousera. Betty aussi tombe rapidement sous le charme de Dan. Ses parents ne sont pas très démonstratifs et la jeune femme a besoin d'amour. Betty retourne chez elle après le week-end, mais les deux jeunes se retrouvent l'année suivante lorsque Dan déménage à New York pour commencer ses études de médecine à l'université de Cornell. Elle déclare « Il était très ambitieux, très intelligent et très drôle, tout comme moi. Nous avions le même genre de parcours. Nous voulions tous les deux les mêmes choses pour l'avenir. Il m'a promis la lune. Il m'a demandé de l'épouser tous les jours pendant 3 ans. » La relation amoureuse s'intensifie rapidement, avec des rendez-vous où Betty prend le train pour rejoindre Dan. Après 3 ans d'amour vécu au rythme des études de Dan, le couple se marie le 12 avril 1969 à l'église de l'Immaculée Conception de Tuckahoe, dans l'État de New York. Il apparaîtrait que la mère de Betty, Marita, n'ait pas vu cette union d'un très bon œil. Le jeune couple part en lune de miel, et c'est là que le véritable visage de Dan aurait commencé à faire surface. D'après Betty, Dan aurait renvoyé le personnel de leur villa dans les Caraïbes, indiquant clairement qu'il attendait de sa femme qu'elle cuisine et fasse le ménage pour lui. Betty revient de ce voyage enceinte de leur premier enfant, Kimberly. Mais la vie n'est pas facile. Le couple vit dans la chambre de Dan à la faculté de médecine avec leur bébé. Dan étant un étudiant boursier, le confort du ménage repose uniquement sur Betty, qui subvient à leurs besoins en enseignant, en effectuant des petits boulots et en vendant des produits Avon et Tupperware. Dan, toujours très élégant, est surnommé Dapper Dan sur le campus, que l'on peut traduire par le fringant Dan, tandis que Betty porte des vêtements usagés et démodés. Dans ses mémoires publiés en 2015, Betty écrit qu'après le mariage, Dan est devenu extrêmement contrôlant. Il se met à gérer l'argent du couple, enfin, l'argent que gagne Betty. Les années passent. Dan termine ses études de médecine et décide de s'orienter vers le droit, intégrant l'université de Harvard. Betty continue de subvenir aux besoins de sa famille grandissante. Après Kim, né en 1970, Lee, né en 1971. Les temps sont difficiles, ils ont à peine assez pour payer le loyer et vivent grâce aux bons alimentaires. C'est pourquoi elle ne comprend pas que Dan insiste pour qu'elle mène une autre grossesse à terme. Mais selon ses valeurs catholiques, il ne croit pas à l'avortement. Alors que plus tard, lorsqu'elle voudra suivre une thérapie conjugale à l'église, il dira qu'il ne croit pas au catholicisme. Toujours aussi amoureuse et dévouée, après tout, elle a été élevée comme ça, elle se plie à sa demande. En 1973, à 23 ans, Betty accouche d'un garçon qui décédera 4 jours plus tard. Elle raconte dans son livre que cet événement l'a fortement marquée, au point même de tenter de se suicider pour la première fois. Elle écrit, je cite, « Je me sentais complètement piégée avec Dan et coupée de ma famille. Je voulais juste m'échapper de tout cela et mourir. J'avais 23 ans et je ne pouvais pas envisager de passer encore des décennies dans cette existence. » Le couple va donc mal. Betty est épuisée et débordée et des disputes éclatent souvent entre elle et Dan. Betty menace souvent de partir. Dan, quant à lui, se plonge dans ses études et l'ignore. En 1975, Dan est embauché dans un cabinet d'avocats réputé à San Diego, en Californie. La famille s'installe à La Jolla, station balnéaire de la côte californienne réputée pour ses plages de sable blanc.
La Jolla est un lieu récréatif pour les stars de l'industrie cinématographique et les élites californiennes. Betty et Dan ont 2 autres enfants, Daniel Jr. en 1976 et Rhett en 1979. Betty continue à travailler à temps partiel, vendant souvent des produits de Tupperware au Avon tout en élevant ses enfants. En 1978, Dan quitte le grand cabinet où il est très apprécié pour fonder son propre cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges pour faute professionnelle médicale. Grâce à l'expérience de Dan en tant que médecin et avocat plaidant, il connaît rapidement le succès. C'est alors que la vie des Broderick change. Dan gagne près d'1 million de dollars par an. Ils deviennent aisés et font leur entrée dans la société chic de l'époque. Le style de vie somptueux des Broderick comprend désormais des nouvelles voitures de sport, des voyages en première classe et des réceptions privées. Ils possèdent un bateau, achètent un chalet dans le Colorado et sont membres de 2 country clubs très sélects. Leurs enfants fréquentent des écoles privées prestigieuses. Betty troque ses vieux habits abîmés par des vêtements de luxe. Selon un article du LA Times publié en 1990, tout le monde à la Jolla connaissait les Broderick. Daniel T. Broderick III et sa femme Betty semblaient mener une vie de couple classique, digne des pages People. Dan était une célébrité dans les cercles juridiques locaux. Lorsque Betty ne planifie pas le prochain voyage ou le prochain dîner avec les membres de l'élite sociale de la Jolla, elle s'occupe de la maison et de leurs 4 enfants. Car bien qu'aisée, Dan refuse d'engager d'aide ménagère ou de jardinier. Quoi qu'il en soit, elle savoure cette nouvelle vie après les difficultés des premières années du mariage. Mais Betty semble être la seule à vouloir se rappeler que la douceur de ce succès vient de toutes les souffrances qu'ils ont endurées auparavant. Un soir, dans un restaurant chic où ils se sont rendus plusieurs fois ces dernières semaines, Dan rechigne devant le menu. On devrait peut-être trouver un autre endroit jusqu'à ce que celui-ci redevienne intéressant. Apparemment, Dan commence à se lasser de beaucoup de choses qu'il supportait avant d'avoir le pouvoir et l'influence que lui confère sa richesse. Betty lui dit « Aurais-tu un jour pensé qu'on se lasserait d'un endroit aussi cher ?» Dan répond « Arrête, tu ne rates jamais une occasion d'en parler, comme notre vie était merdique avant. » Betty explique « Ce n'était pas merdique, Dan, mais c'était difficile. » Il crache « Tu n'as pas besoin de me dire que c'était difficile. Je sais que c'était difficile. » Plus le temps passe, plus le couple va mal. Une jeune fille au pair déclarera plus tard que la maison des Broderick était gangrénée par le stress. Betty pleure à cause des absences répétées de Dan. Dan est froid et peu aimable la plupart du temps. C'est en 1983 que le mariage de Betty et Dan se fissure. Linda Kolkena, une ancienne hôtesse de l'air de 21 ans, est embauchée comme réceptionniste dans l'immeuble dans lequel travaille Dan. Vous vous en doutez, les deux deviennent rapidement amants. Et Betty l'a compris très vite. Elle interroge Dan, qui nie avec aplomb. Pendant des années, Betty soupçonnera Dan, entendant par-ci par-là qu'il a été repéré avec elle lors d'événements et à des restaurants. Mais Dan n'assumera jamais. Jour après jour, il continue de mentir à Betty, lui disant qu'elle est folle et qu'elle devrait remettre en question sa santé mentale. C'est ce qu'on appelle du gaslighting, ce qui peut se traduire par manipulation mentale. En 1944, un film intitulé Gaslight, mettant en vedette Charles Boyer et Ingrid Bergman, connaît un succès mondial. Il raconte l'histoire d'un homme qui tente de convaincre sa femme qu'elle est cliniquement folle en faisant des choses étranges dans leur maison tout en essayant de la persuader que tout est normal. Par exemple, il déplace des tableaux, fait des bruits de pas étranges et surtout baisse l'intensité des lampes à gaz dans leur maison tout en agissant comme si l'intérieur était bien éclairé. Quand elle lui demande pourquoi ces choses se produisent, il se comporte comme si tout était normal et remet en question sa santé mentale. La définition moderne du gaslighting est une technique de manipulation psychologique dans laquelle une personne tente de convaincre quelqu'un que sa réalité est fausse. C'est une tactique souvent utilisée par les narcissiques pour prendre le contrôle de leur cible. Le gaslighting vise à créer de la confusion, de l'embarras et des idées fausses dans l'esprit de la victime. La personne qui pratique le gaslighting tente de semer le doute dans l'esprit d'une personne afin qu'elle remette en question ses propres croyances, valeurs, pensées et comportements. Tout comme dans le film, une personne qui subit des tentatives répétées de manipulation psychologique peut douter de ses propres pensées, de ses souvenirs et de ses comportements, ce qui peut la rendre dépendante de l'agresseur et l'épuiser émotionnellement. Dans de nombreux cas, la manipulation psychologique est considérée comme une forme de violence psychologique et émotionnelle.
Betty demande à Dan de faire en sorte que Linda quitte l'immeuble, mais Dan refuse de satisfaire aux exigences de son épouse bafouée. Pire même, il la défie et engage Linda comme assistante personnelle. Betty commence alors à lutter pour continuer à remplir ses fonctions d'épouse, telles que s'occuper des enfants, garder la maison propre et rangée, et planifier et assister à des événements sociaux alors qu'elle sent que son mariage vole en éclats. La même année, Dan manque la fête d'anniversaire de Betty, et c'est alors qu'elle commettra sa seconde tentative de suicide. Elle écrit dans ses mémoires que Dan la rendait folle avec ses mensonges. Un jour, Betty se rend au bureau de son mari pour son anniversaire et tombe sur les restes d'une fête. Mais Mark est introuvable. Une réceptionniste lui dit que lui et Linda sont sortis pour la journée. Outrée, Betty rentre chez elle et brûle les costards de Dan dans un feu de joie. Après 2 ans de doute et de paranoïa, ils quittent leur maison de Coral Reef temporairement, le temps que quelques rénovations soient faites. En 1985, Dan quitte le nid et retourne dans leur résidence familiale, affirmant qu'il a simplement besoin d'un peu d'espace et de temps pour réfléchir à sa vie. Betty accuse le coup, mais continue d'espérer que son mariage tienne bon. Dan, toutefois, a d'autres idées. Il fait emménager sa jeune assistante Linda et cette dernière ne perd pas de temps pour se comporter comme la maîtresse de maison, allant jusqu'à enregistrer le message du répondeur téléphonique. Enragée, Betty souhaite donner une leçon à Dan pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas simplement abandonner ses responsabilités d'époux et de père. Elle dépose les enfants un à un chez lui. Dans une interview accordée au San Diego Reader, Dan déclare que Betty les laissait là avec leurs affaires personnelles, leurs vêtements, sans me prévenir de leur arrivée et les déposait simplement là. Betty voit le comportement de Dan comme sa crise de la quarantaine. Elle déclare « Il est littéralement parti 3 mois après son 40e anniversaire avec une Corvette rouge et une jeune femme de 21 ans. On est la risée des États-Unis ou pas? S'il n'était pas mon mari, je le trouverais vraiment drôle. » Linda, d'après certains, serait une version beaucoup plus jeune de Betty elle-même. Linda, la plus jeune de 4 enfants, a grandi à Salt Lake City après que ses parents néerlandais aient immigré aux États-Unis dans les années 1950. La famille est modeste et très pieuse. Bien que Linda ait obtenu son diplôme d'études secondaires, elle n'a jamais souhaité poursuivre des études supérieures. D'après la grande sœur de Linda, Maggie, notre objectif était de se marier et d'avoir des enfants. On travaillait pour travailler, pas pour faire carrière. Nous n'étions pas élevés dans cet esprit. L'homme était toujours le soutien de famille. Linda devient hôtesse de l'air chez Delta Airlines, mais moins d'1 an après avoir pris ses fonctions, elle est licenciée en 1982 pour conduite indigne d'un employé de Delta, à la suite d'un incident survenu dans un avion alors que Linda et quelques amis n'étaient pas en service. Elle aurait eu une attitude très déplacée avec un homme, l'embrassant, s'asseyant sur ses genoux et se faufilant même aux toilettes avec lui, le tout en parlant fort et vulgairement, gênant les autres passagers. Quelque temps plus tard, elle déménage avec son petit ami de l'époque à San Diego, puis commence à travailler dans l'immeuble de Dan. Naturellement, ce dernier finit par avouer sa liaison à Betty. Comment faire autrement quand on fait emménager sa maîtresse chez soi ? Cela confirme donc les craintes de la mère de famille qui avait tout compris depuis le début, bien que Dan ait juré ses grands dieux ne pas avoir de liaison. Finalement, il demande le divorce. C'est le début d'une spirale descendante pour Betty qui ne prend pas bien du tout la nouvelle de l'implosion de son mariage. Elle commence même à avoir un comportement irrationnel. Notamment, elle vandalise à plusieurs reprises la maison qu'elle partageait autrefois avec son mari, malgré les ordonnances de restriction que Dan réussit à obtenir. Un jour, elle s'est introduite chez lui et a recouvert de peinture en spray rouge l'intérieur de la maison. Elle a aussi brisé tous les miroirs. Une autre fois, Dan déclare au San Diego Reader, je cite, « Je me souviens d'une tarte à la crème que ma petite amie avait préparée pour nous. Betty est venue, l'a prise et l'a étalée partout dans la chambre, sur mes vêtements et mes tiroirs. C'était complètement fou. Mes jeunes enfants ont assisté à la scène et pleuraient quand je suis rentrée à la maison. » Betty n'arrêtait pas de dire « C'est ma maison, je peux rentrer, que cela te plaise ou non. Je n'ai pas à respecter la décision du tribunal. Le tribunal ne peut pas m'empêcher d'entrer dans ma propre maison. » Linda commence à qualifier Betty de femme sauvage, affirmant qu'elle a tourmenté Dan durant toute leur vie conjugale, selon le livre de Bella Stumbo qui relate en détail cette affaire. Bella écrit « Linda était peut-être juste une femme amoureuse. Mais elle était manifestement aussi dépourvue de compassion pour une femme plus âgée qu'elle n'avait jamais rencontrée et dont la vie partait à volo.
Tout ce que Linda savait de Betty Broderick venait de ce que Dan lui avait dit. C'était une harpie qui obtenait tout ce qu'elle voulait et elle acceptait cette description sans poser de questions. Bien que les amis de Linda affirment qu'elle a exhorté Dan à être honnête avec Betty et à lui dire que leur mariage était terminé, d'autres témoignages suggèrent que Linda n'était pas si innocente. Un jour, Betty reçoit une lettre anonyme contenant une photo de Dan et Linda accompagnée du message « Prends ça dans les dents, salope ». Betty soupçonne Linda d'être à l'origine de cette lettre, ainsi que d'autres envois provoquant de publicité pour des crèmes anti-rides et des produits amaigrissants. Certains amis de Dan et Linda ont toutefois déclaré au journal que le couple n'était pas capable d'une telle cruauté et qu'ils étaient trop occupés à profiter l'un de l'autre pour prêter attention à Betty. Par ailleurs, je vous ai dit que Linda avait rapidement pris ses aises et avait enregistré le message vocal du téléphone de la maison. Cela rend Betty furieuse, on peut le comprendre, au point qu'elle commence à laisser des messages vocaux vulgaires et obscènes. Selon plusieurs témoignages, Betty a également demandé à plusieurs reprises au couple si elle pouvait récupérer sa vaisselle de mariage, mais Linda a refusé. Sharon Blanchet, une amie de Linda, déclare « Betty n'en voulait pas avant, et puis elle a changé d'avis, et Linda s'est simplement mise en colère. C'était une question de principe. C'était la même chose avec le répondeur. Linda a dit « Combien de temps allons-nous la laisser diriger nos vies ?» Dan et Linda finissent par acquérir une autre maison. Selon toute logique, il fallait alors mettre en vente l'ancienne résidence familiale, ce que Betty refuse catégoriquement. Après que l'avocat de Dan ait obtenu une ordonnance judiciaire d'urgence pour vendre la maison du couple contre sa volonté, elle a tenté de foncer avec sa voiture dans la porte d'entrée de la nouvelle maison de Dan. À la suite de cela, et à cause des messages vocaux obscènes et pour avoir vandalisé la propriété, Betty est condamnée à une courte peine de prison et doit passer 3 jours dans un hôpital psychiatrique. Bien que le divorce soit lancé en 1986, la bataille juridique pour parvenir à un accord financier et à un accord sur la garde des enfants se poursuit pendant des années, les batailles étant si violentes que l'affaire Broderick contre Broderick est devenue le pire divorce jamais vu dans le comté de San Diego. Ayant initialement convenu d'une pension alimentaire de 9 000 $ par mois pour maintenir le train de vie de Betty, Dan tente finalement de la contrôler en lui retenant plusieurs centaines de dollars par mois sur la pension alimentaire, la sanctionnant pour ses comportements qu'il juge inappropriés. Quand elle le menace, il lui écrit des lettres laconiques rédigées dans un jargon juridique des plus froids. Et l'idée qu'elle essaye de le tuer devient également une possibilité. Il l'avertit dans des lettres que si elle commet l'impensable, il ferait en sorte qu'elle le regrette. Betty perd peu à peu pied, et Dan joue sur ce fait et la pousse encore plus profondément dans le désespoir. Le coup de grâce, c'est quand il obtient la garde des enfants jusqu'à la décision finale du juge. Pour faire du mal à Betty, il lui arrive de lui accorder la permission de voir ses enfants pour changer d'avis à la dernière minute. Il sait qu'il joue avec ses émotions, et il sait que plus il la bouleverse, plus elle est encline à faire quelque chose qui la ferait mal paraître au tribunal. Betty devient violente et chaotique, montrant même des signes de déclin mental sans qu'aucune aide ne lui soit accordée. Au contraire, Dan profite de la situation. Selon elle, elle n'a d'autre choix que de riposter, car Dan utilise son savoir-faire professionnel et ses relations pour nuire à ses intérêts. L'audience du divorce a lieu le 28 janvier 1989, et les choses se passent très mal pour Betty, qui s'auto-représente devant la cour. Comme Betty refuse d'accepter la réalité, elle agit de manière de plus en plus imprudente dans le cadre de sa procédure judiciaire, s'aliénant son premier avocat, puis se retrouvant dans l'impossibilité d'en trouver un autre, Dan ayant, paraît-il, semé la peur dans l'esprit de tous les autres avocats de la ville à l'idée de prendre la défense de sa femme. Dan et son équipe utilisent ce qu'ils appellent aux États-Unis le crédit Epstein pour diminuer la part que Betty doit recevoir en tant qu'active de communauté. Pour vous expliquer, dans le divorce Broderick, la bataille entre Betty et Dan s'est poursuivie pendant des années, Dan continuant à rembourser les dettes contractées par le couple pendant leur mariage, étant le seul à avoir une activité professionnelle. Cela donne lieu à une demande de remboursement envers Betty. Au tribunal, Betty tente de se défendre en accusant Dan de retarder délibérément les paiements et d'hypothéquer les biens afin d'augmenter la dette qu'elle a envers lui. Dans ses conclusions finales, Betty, qui se représente elle-même, je le rappelle, demande au tribunal une pension alimentaire de 25 000 $ par mois pendant 10 ans et un règlement en espèces d'1 million de dollars. Évidemment, Dan nie avoir eu un plan préconçu et déclare qu'il n'a même jamais entendu parler des crédits Epstein avant de commencer la procédure de divorce.
Le juge donne finalement raison à Dan, estimant que Betty lui doit près de 750 000 $ en crédit Epstein, ainsi que, tenez-vous bien, le remboursement de la moitié du prêt étudiant de Dan, ses avocats ayant fait valoir que son diplôme de Harvard avait augmenté le patrimoine commun du couple. Après avoir calculé les biens communs du couple, y compris le cabinet d'avocats prospère de Dan, et soustrait les 750 000 $ de crédit Epstein de la part de Betty, Dan ne lui doit plus qu'un peu plus de 33 000 $. Le juge réduit ce montant de 5 000 $ supplémentaires en raison des frais juridiques impayés, laissant Betty avec un peu plus de 28 000 $. Dan est également condamné à lui verser 16 000 $ par mois à titre de pension alimentaire. Pour Betty, vous vous en doutez, cette décision est un scandale. Elle ressort de ce divorce avec presque rien. Concernant la pension alimentaire, même si elle paraît généreuse objectivement, elle doit être mise en perspective avec ce que gagne Dan. Dans ses meilleures années, il touche plus de 160 000 $ par mois. Par ailleurs, Betty a renoncé à obtenir la garde des enfants comme tactique de négociation, estimant que si elle n'obtenait pas les biens et le règlement financier auquel elle avait droit, elle ne serait pas en mesure de subvenir à leurs besoins comme il se doit. Mais bien sûr, elle est amère. C'est elle qui a élevé les enfants tandis que Dan était absent, travaillant ou batifolant avec Linda. Betty s'est même décrit comme une mère célibataire, tellement Dan ne s'occupait pas de sa famille. Et maintenant, il obtient la garde exclusive. Forcément, Dan, lui, est aux anges. Il est dans la fleur de l'âge. Il a une nouvelle maison, une nouvelle femme, la garde de ses 4 enfants et un cabinet d'avocats florissant. Mais malgré tout, il refuse de s'excuser pour sa relation extra-conjugale ou d'accepter de donner à Betty la part de leur fortune qu'elle estime lui revenir après toutes ces années à se sacrifier pour lui. Il a tout, il peut se permettre d'être généreux. Pourtant, quelque chose, peut-être un conditionnement social, ou juste l'époque qui était, on peut le dire, quelque peu misogyne, le pousse à remuer le couteau dans la plaie. À l'époque de leur rencontre, il a passé 3 ans, selon Betty, à insister pour l'épouser. Il lui a fait la cour, il n'a rien lâché. Et pourtant, 24 ans plus tard, il déclare cruellement au tribunal qu'il voulait divorcer de Betty depuis le jour de leur mariage. Pas étonnant qu'elle soit profondément blessée jusqu'à frôler la folie. C'est la trahison ultime. Elle a tout sacrifié et elle a tout perdu. 1 mois plus tard, elle achète un revolver Smith & Wesson. Pour en revenir au couple Dan et Linda, Dan a demandé Linda en mariage en 1988 après s'être mis à genoux devant une foule d'avocats, d'assistants juridiques et de secrétaires juridiques au célèbre Dobson Bar. Maintenant que le divorce est prononcé, ils peuvent se marier officiellement. Et apparemment, ils n'attendent que ça. Des amis déclarent que le couple s'est mutuellement redonné vie. Linda lui a offert une nouvelle vie, une seconde chance, affirme Laurel Summers, une amie de la jeune femme. Elle lui a donné l'optimisme nécessaire pour se remarier et espérer fonder une seconde famille. Ensemble, ils forment un couple charmant, avec leurs grands sourires, leurs yeux pétillants, leurs rires chaleureux et leurs mots tendres. Spencer Busby, le meilleur ami de Dan, déclare « Dan était prêt à passer à autre chose dans sa vie. Son mariage avec Linda était un signe assez clair qu'il voulait commencer un nouveau chapitre de sa vie. Et il était très déchiré. Il était marié à Betty depuis plus de 24 ans, ils avaient donc toute cette histoire derrière eux. Et sa décision d'aller de l'avant n'était pas impulsive. Il aimait sa famille, mais il voulait aider à créer une meilleure situation pour ses enfants. Et les choses ne s'amélioraient tout simplement pas avec Betty. Le couple dit à ses proches qu'ils veulent avoir des enfants et prévoit de fonder une grande famille. Mais à l'approche de leur mariage, en avril 1989, dans le jardin de leur nouvelle maison de Marston Hills, Linda exprime ses inquiétudes quant à leur sécurité. Elle exhorte Dan à porter un gilet pare-balles pendant la cérémonie, ce qu'il refuse. Il engage toutefois des agents de sécurité en civil pour protéger les festivités. Mais la cérémonie se passe sans encombre. Betty ne vient pas. Le couple se marie et part en lune de miel dans un luxueux complexe aux Caraïbes. 6 mois passent. 6 mois durant lesquels Betty ne s'arrête pas. Elle ne peut pas les laisser tranquilles, c'est au-dessus de ses forces. Elle n'a plus rien, elle ne pense qu'à ce qu'elle a perdu. Le premier vendredi de novembre 1989, 4 jours avant le 42e anniversaire de Betty, une nouvelle série de documents juridiques arrive à sa porte. Dan menace de porter plainte pour outrage au tribunal si elle ne cesse pas de laisser des messages obscènes sur leur répondeur.
Betty est épuisée par ces batailles judiciaires quasi constantes qu'elle compare à, je cite, « mettre une femme au foyer sur le ring avec Mohamed Ali ». Et tard dans la nuit de samedi, alors que les menaces martèlent comme des coups de marteau dans sa tête, elle décide qu'elle ne peut plus se battre. Au petit matin du 5 novembre 1989, Betty se rend en voiture au domicile du couple. Elle utilise la clé qu'elle a volée à l'une de ses filles, Kim, pour s'introduire dans la maison. Elle ouvre doucement la porte, sans faire de bruit. Elle monte à l'étage et se dirige vers la chambre à coucher de son ex-mari. Elle pousse la porte, nerveuse et encore indécise quant à ses prochains gestes. Leur balancer tout ce qu'elle a sur le cœur en les menaçant d'une arme pour qu'ils écoutent? Se tenir devant eux avant de se tirer une balle dans la tête, mettant fin à ses souffrances? Ou alors leur tirer dessus, ultime vengeance après des années d'harcèlement? Betty est là, devant leur lit. Cet homme qu'elle a aimé, soutenu, encouragé, partage désormais ses nuits avec une jeune femme plus belle, plus séduisante qu'elle. Elle ne le supporte pas. Elle lève son arme et tire 5 balles avec son revolver. Elle se souvient n'avoir eu aucune hésitation. Linda est touchée la première. Une balle lui transperce le cou et se loge dans son cerveau. Une autre la touche à la poitrine. Elle meurt sur le coup. Dan reçoit une balle qui lui perfore le dos, lui fracturant une côte et déchirant son poumon droit. Ses derniers mots sont « Ok, tu m'as tiré dessus. Je suis mort », en tombant à terre. Betty déclare « Il était allongé sur le sol et le téléphone était juste à côté de lui. Je me suis dit « Oh mon Dieu, il va décrocher le téléphone avant que je ne descende les escaliers. » Pour éviter cela, elle débranche le cordon du téléphone avant de s'enfuir, le laissant mourir. Mais elle regrette. Elle se rend chez sa fille, Lee, affirmant qu'elle n'est pas sûre d'avoir réellement tiré sur quelqu'un. Puis, plus tard dans la journée, Betty Broderick se rend à la police de la Jolla. 5 jours après le meurtre du couple, plus de 600 personnes se rassemblent à la cathédrale Saint-Joseph pour leur rendre hommage. Leur vie parmi nous a pris fin, mais nous tous ici présents continuerons à nous retrouver jour et nuit pour boire, chanter et rire. Sans Danny et Linda, le vin ne sera plus aussi bon, les chansons ne seront plus aussi pures et les rires ne seront plus aussi joyeux, déclare Laurel Summers, l'amie de Linda. Betty Broderick déclare à la police qu'elle n'a jamais eu l'intention de tuer Dan et Linda. Se remémorant les événements lors d'une interview avec Oprah Winfrey en 1992, Betty affirme, je cite, « J'étais extrêmement effrayée. Je n'ai pas dormi pendant les 2 dernières années. Ma vie était devenue un cri dans le noir. J'avais l'impression qu'il était tout puissant dans ce système judiciaire et que je n'avais aucun moyen de me défendre. » Ce qui m'a traversé l'esprit ce matin-là dans cette maison, c'était que le monde entier s'écroulait et que c'était un mélange de toutes les injustices, indignités et horreurs que j'avais subies en tant que victime de Dan et Linda Kolkena depuis 1983. Il était totalement inutile qu'ils nous maltraitent, mes enfants et moi, autant qu'ils l'ont fait. Nous n'avons rien fait dans la vie pour mériter d'être traités aussi mal. Elle explique « J'ai apporté l'arme pour que Dan et Linda m'écoutent. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, je ne pouvais plus rien faire devant les tribunaux. Dan était le caïd de cette ville sur le plan juridique. » Le premier procès de Betty débute le 22 octobre 1990. Elle plaide non coupable des 2 charges de meurtre. Elle n'a jamais nié avoir tué Dan et Linda, mais elle affirme être entrée dans leur maison pour les confronter au sujet de problèmes juridiques en cours, après quoi elle avait l'intention de se suicider. Selon le récit de Betty, elle a été surprise et appuyée sur la gâchette lorsque Dan s'est dirigé vers le téléphone pour appeler la police. Elle n'avait alors plus de balles pour se suicider. N'en ayant que 5, elle a tiré 2 fois sur Linda, 1 fois sur Dan, 1 fois dans le mur et 1 fois dans la table de nuit. Betty a engagé l'avocat Jack Hurley pour la défendre. L'État de Californie était représenté par le procureur Kerry Wells. La défense de Betty repose sur le syndrome de la femme battue, affirmant qu'elle a été poussée à bout par des années de violences psychologiques, émotionnelles et mentales de la part de son mari volage, Dan Broderick. Jack Hurley dépeint Betty comme une femme qui s'est sacrifiée entièrement pour n'être rien d'autre qu'une mère et une épouse parfaite pour ses 4 enfants et son mari brillant. À travers les témoignages, y compris celui de Betty elle-même, Jack Hurley montre comment Betty a occupé 5 emplois au début de son mariage afin d'aider son jeune mari à terminer ses études de médecine puis de droit. Sans l'aide de Betty, fait valoir Jack Hurley, Dan n'aurait jamais pu devenir l'avocat brillant qu'il était. D'après tous les témoignages, Betty est une mère parfaite et une épouse loyale et travailleuse.
Mais selon la défense, Dan Broderick a froidement troqué Betty contre un modèle plus jeune en la trompant pendant 3 ans avec Linda Kolkena avant de divorcer de Betty, d'obtenir la garde exclusive des 4 enfants, puis d'épouser Linda en 1989. Après des années de mensonges, d'intimidation juridique et d'abus de pouvoir de la part de Dan en tant que président de l'association du barreau du comté de San Diego, et après avoir été raillée par Dan, Betty a craqué et a commis les meurtres sans préméditation. Concernant l'arme à feu achetée 1 mois avant que Dan ne se marie avec Linda, Betty explique qu'elle en avait besoin pour se protéger, vivant désormais seule en tant que femme célibataire. Elle a pris des cours de tir et, selon certains témoignages, portait l'arme sur elle la plupart du temps et menaçait même de tirer sur Dan. Le procureur Kerry Wells dépeint Betty comme une meurtrière froide, égoïste et narcissique qui a planifié et comploté pendant longtemps pour tuer son ex-mari. En diffusant les innombrables messages téléphoniques que Betty a laissés sur les répondeurs de Dan et Linda, en présentant des preuves montrant que Betty avait vandalisé à plusieurs reprises la maison de Dan, et en faisant témoigner Kim, la fille aînée de Betty, sur la colère et l'absence de remords de Betty après les meurtres, Kerry Wells veut démontrer au jury que Betty est incontrôlable, dangereuse et insensible. Par ailleurs, la fille aînée de Betty, Kim, âgée de 20 ans, témoigne que sa mère haïssait son ex-mari et voulait que ses 4 enfants le détestent aussi. Le procureur Kerry Wells déclarera dans un magazine « J'en ai assez d'Elizabeth Broderick. Elle n'était pas une femme battue. Elle recevait 16 000 $ par mois de pension alimentaire. Elle avait une maison à plus d'1 million de dollars à La Jolla, une voiture, un petit ami. Je vois tous les jours des femmes maltraitées avec des os cassés et le visage défiguré. Ce n'est pas son cas. » Le 20 novembre 1990, le premier procès de Betty se solde par un jury indécis, 10 jurés ayant rendu un verdict de meurtre, mais 2 ayant opté pour l'homicide involontaire. Les jurys déclarent avoir été divisés par la stratégie de la défense qui a mis l'accent sur les mauvais traitements que Daniel Broderick aurait infligés à son ex-femme et à ses enfants. Le juge Thomas Whelan déclare le procès nul. Betty Broderick est rejugée 1 an plus tard avec le même avocat de la défense et le même procureur. Le deuxième procès, qui s'ouvre le 16 octobre 1991, est essentiellement une répétition du premier, bien que Jack Hurley soutienne depuis lors que le juge Thomas Whelan a sévèrement restreint la défense de Betty tout en permettant à l'accusation d'étendre ses arguments. Le 10 décembre 1991, les jurés déclarent Betty Broderick coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré, ainsi que de 2 chefs d'accusation d'utilisation d'une arme à feu dans le cadre d'un crime. Betty Broderick est condamnée à 2 peines consécutives de 15 ans à perpétuité, plus 2 ans pour usage illégal d'une arme à feu, la peine maximale prévue par la loi. Betty est incarcérée depuis le jour où elle a commis les meurtres. Betty s'est vue refuser la libération conditionnelle en 2010 et 2017 et pourra à nouveau en faire la demande en janvier 2032. C'est clairement quelqu'un qui n'a aucun regret, aucun remords, qui ne se repent pas et qui est convaincu d'avoir raison, a déclaré Richard Sachs, procureur adjoint du comté de San Diego, qui était présent lors des audiences de libération conditionnelle en 2017. Dans ses mémoires publiées en 2015, Betty écrit « Je pense que la commission des libérations conditionnelles ne m'a pas du tout comprise, car elle voulait que je dise que je n'avais aucune raison d'agir ainsi. Mais il y avait une raison, il y avait 1000 raisons, simplement aucune excuse. » Bien qu'elle ait exprimé des regrets, elle a justifié pourquoi elle avait tué Dan et Linda. Je cite « J'ai dit que je n'aurais pas dû les tuer. Bien sûr, je n'aurais pas dû les tuer. Ce que j'ai fait est inexcusable. Tout meurtre est mauvais, en temps de guerre comme en temps de paix, sous le coup de colère ou de sang-froid. Mais quand on essaie de se sauver soi-même, c'est peut-être explicable. Si on ne les contrôle pas, ce sont eux qui nous contrôlent. » Elizabeth Betty Broderick est soit le symbole de la colère d'une femme méprisée, soit la victime émotionnellement meurtrie d'un divorce douloureux. Alors comment a-t-elle pu commettre un tel geste ? Certains disent que son identité était étroitement liée au fait d'être Madame Dan Broderick. Et donc, quand cela lui a été enlevé, elle s'est sentie perdue et a doucement sombré dans l'instabilité. Finalement, la nature explosive de cette femme qui a longtemps réprimé ses propres besoins pour le bien de Dan, avant d'être considérée comme une femme matérialiste et oisive, malgré les décennies de soutien qu'elle lui a apporté pendant ces années de pauvreté, où il vivait avec des bons alimentaires, a fini par avoir raison d'elle. Les experts affirment que Betty et Dan étaient pris dans un cycle destructeur de manipulation psychologique.
D'après Tara Bates Dufort, psychologue, les individus comme Dan, qui utilisent des tactiques trompeuses et sournoises, le font souvent pour amener une personne à douter d'elle-même. Les personnes victimes d'attaques comme Betty, dit-elle, ressentent une perte de contrôle, se méfient des motivations des autres et sont en proie à un doute croissant. En 1991, lors du second procès, le docteur Park Elliott Dietz a témoigné pour l'accusation et bien que n'ayant jamais rencontré Betty, il a déclaré qu'elle souffrait de 2 troubles de la personnalité, narcissique et histrionique, mais a soutenu qu'elle n'était ni malade mentale ni folle. Ce trouble ne la contrôle pas, a-t-il affirmé. Le trouble de la personnalité narcissique est un trouble mental caractérisé par une perception exagérée de sa propre importance, un besoin profond d'attention et d'admiration excessive, des relations difficiles et un manque d'empathie envers les autres. Mais derrière ce masque d'extrême confiance se cache une estime de soi fragile, vulnérable à la moindre critique. Le trouble de la personnalité histrionique est décrit comme une personne qui recherche constamment l'attention, qui est excessivement émotive, dramatique ou sexuellement provocante dans le but d'attirer l'attention, qui se préoccupe excessivement de son apparence et qui pense que ses relations avec les autres sont plus étroites qu'elles ne le sont en réalité. D'après Tara Bates Dufort, la psychologue, Betty était déjà une narcissique malveillante. Elle avait besoin d'ordre. Quand son mari la manipulait, cela lui faisait perdre le contrôle, ce qui exacerbait ses problèmes sous-jacents. La défense a accusé Dan d'avoir manipulé Betty, semant le doute dans son esprit pour la mener à remettre en question sa mémoire, sa perception et sa santé mentale. Le déni constant de Dan concernant sa liaison a exacerbé le trouble de la personnalité narcissique préexistant de Betty et son besoin d'ordre. Ayant perdu le contrôle, Betty a estimé qu'elle devait prendre des mesures extrêmes pour le retrouver, explique Tara Bates Dufort. Bien que Betty ait commis un acte innommable en tuant son ex-mari et sa femme, les violences psychologiques qu'elle a subies de la part de Dan étaient également abominables. Elle a choisi délibérément de commettre ce meurtre, mais beaucoup pensent que cet acte était la conséquence de son état mental, manipulé et poussé par d'autres jusqu'au point de non-retour. On ne saura jamais si Betty a été poussée à commettre un meurtre à la suite d'un traumatisme ou si elle a agi par haine profonde envers un homme qui lui avait volé sa vie en la quittant. Comme l'a dit Tara Bates Dufort, Betty présentait déjà des traits de personnalité perturbés. Ce trouble, combiné au traumatisme de l'insécurité et de la paranoïa concernant son mariage, à un divorce douloureux et à son incapacité à voir fréquemment ses enfants, a très bien pu faire basculer Betty. Les opinions restent partagées sur cette affaire, 2 des enfants Broderick soutenant leur mère, tandis que les 2 autres ne veulent plus avoir affaire à elle. Ce que Betty a fait à Dan et Linda est tout à fait horrible, mais cela soulève une question. Betty était-elle victime de sa situation et de la manipulation de son ex-mari, ou était-elle une femme méprisée dont la vengeance est allée trop loin? Vous en pensez quoi? Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!